Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 31 mai 2022 et c'est l'épisode 278. Elle arrive chaque année, peu de temps avant l'été, la conférence Tech qui dicte une bonne partie des évolutions des usages et du travail des développeurs pour l'année à venir. C'est la conférence Build de Microsoft qui s'est tenue il y a quelques jours. Quelques évolutions pour Windows 11, quelques évolutions pour les applications Microsoft, en particulier OneNote et Teams d'ailleurs, et quelques annonces ont marqué les esprits dans le domaine du cloud avec Azure. On en parlera ensemble. Et puis, on va vous parler encore du cœur des machines d'aujourd'hui et de demain. En fait, surtout de demain, avec le Computex 2022. Vous allez voir, on va vous parler notamment de cartes graphiques qui se rafraîchissent par liquide, ça promet. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que le dentiste est à la lutte contre les caries, votre chroniqueur plein de douceur. Mais attention, pas trop sucré les douceurs. Il est aux commandes des news de cet épisode, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va. Normalement, je fais pas mal, enfin pas trop, et j'espère que voilà, je me suis rendu compte effectivement que personne n'aimait les dentistes en fait, et c'est très très injuste. Bah oui, et alors, ça dépend. Quand tu vraiment t'as trop mal, tu les aimes. Mais il y a quand même cette espèce d'appréhension. Ah ouais, ils font peur. C'est vraiment un peu délicat. Là, ils font peur. On les redoute. Écoute, alors tu ne fais pas mal. Ça, c'est une certitude, Guillaume. Mais sache qu'on a reçu un avis Apple Podcast qui nous incrimine directement. Et ça, je me dois de le relayer. Alors, je vais pas le citer en entier. On fait ce qu'on veut d'abord dans Tech Café et on va pas se faire du mal. Et il est possible, je sais pas. Mon petit doigt me dit qu'il avait peut-être déjà déposé un avis sur Podcast Addict. Je sais pas. Bon, de toute façon, vous pourrez toujours aller le lire sur Apple Podcast et à votre tour dire ce que vous pensez de Tech Café. Je peux juste vous dire qu'il dénonce, tenez-vous bien, notre gauchisme bien pensant. Alors du coup, au passage, je vous invite de votre côté à donner votre avis. C'est vrai que c'est assez dingue ces avis parce que bon, globalement, nos avis sont dans une immense majorité positifs. De toute façon, quand on produit du contenu en ligne, il faut accepter la critique, c'est normal, c'est le jeu. Quand on gagne quelque part en audience, en visibilité ou qu'on est là depuis longtemps, on gagne aussi en retour un peu plus acerbe, un peu plus critique. Mais ça fait toujours un peu mal au cœur, je vais pas vous mentir, surtout quand on trouve un peu que c'est caricatural ou assez peu justifié comme c'est le cas pour cet avis. Alors il y a des tonnes de moyens en plus pour nous dire si jamais vous avez des critiques à faire sur le podcast qui sont un peu plus privées, qui nous permettent de vraiment digérer les infos, qui sont peut-être un peu plus étoffées. N'hésitez pas à nous le dire, on est vraiment en attente. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'on est toujours plus enclin à dire quand quelque chose ne nous plaît pas. Alors, raison de plus, au final, de vous inciter à venir faire savoir si vous êtes content de Tech Café sur Podcast Addict, sur Apple Podcast ou sur Spotify. J'ai vu qu'on avait 5 étoiles et qu'on s'approchait des 100 avis sur Spotify, donc merci beaucoup. De toute façon, Guillaume, en fait, tu sais, les avis, bon, c'est sûr que c'est important, mais quitte à se droitiser un peu, Guillaume, tu sais ce qu'on devrait faire ? On devrait demander du fric, jouer au capitalisme soutenu et agressif, venu raquer sur Patreon, c'est ce que vous allez faire. Ouais. Bon, sérieusement, pour reprendre un petit peu nos esprits, Tech Café, ça reste avant tout notre passion, mais c'est nécessairement du temps à passer et bon, évidemment, on est ravis d'avoir vos retours, vos soutiens, mais aussi vos contributions pour nous verser un pourboire à la hauteur de vos attentes. Merci énormément à celles et ceux qui font déjà la démarche et puis merci par avance à vous de l'envisager. C'est grâce à votre soutien et à vos encouragements que les critiques de toute façon qui ne paraissent pas légitimes nous passent un peu au-dessus. Alors foncez, patreon.com/techcafé. Merci beaucoup, on vous aime. Sans autre forme de procès, on va aborder plein de news. Juste avant, je voulais t'interpeller Guillaume parce que on a eu des dépôts de marques qui sont arrivés là soudainement, qui coïncident avec des dates qui approchent avec la conférence d'Apple de la semaine prochaine, la WWDC de Reality OS. Donc la marque a l'air de se déposer un peu partout. Et puis, il y a des rumeurs, ça reste des rumeurs, donc on va pas en faire non plus des tartines, mais qui dirait que des Apple Glass pourraient être un peu annoncé en juin. Alors c'est rarissime que des produits tech d'Apple soient annoncés à la WWDC, qui est plutôt une conférence destinée aux développeurs. Les produits sont plutôt annoncés dans d'autres présentations, notamment l'iPhone en septembre. Mais c'est arrivé aussi par le passé qu'il y ait des annonces quand elles étaient structurantes, notamment pour les développeurs. C'était le cas, pour la petite anecdote et pour s'en rappeler, l'iPhone 4, puisqu'il y avait une nouvelle résolution, le fameux écran Retina qui avait été
présenté et en même temps que l'iPhone 4 en juin et forcément il fallait inciter les développeurs avant l'arrivée de l'iPhone à adapter leurs applications et il fallait évidemment expliquer un petit peu en détail pourquoi. Est-ce que tu crois, Guillaume, que on pourrait avoir des Apple Glasses en juin, là, la semaine prochaine? Est-ce que tu penses qu'Apple nous aura présenté, au moins pour les développeurs, un appareil pour de la réalité augmentée? Bon, écoute, honnêtement, je sais pas, j'en sais rien, c'est possible. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait pas, en fait, parce que le produit est encore en développement, Reality OS est en plein développement. Je suis pas complètement sûr que ce soit le moment, c'est peut-être un peu prématuré, mais bon, écoute, peut-être, en tous les cas, si c'est un proto pour les développeurs. Moi, ça me paraît un petit peu tôt, mais bon, tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a un parc existant d'applications pour de la réalité augmentée chez Apple qui est vraiment maigre, voire inexistant. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'applications qui aient été développées aujourd'hui avec de la réalité augmentée sur les iPhones, les iPads, etc., qui pourraient être portées sur des Apple Glasses facilement. Bon, mystère, on va pas en faire plus parce que ça reste des rumeurs et nous on préfère, vous le savez, nous attacher à la réalité, pas Reality OS mais à la réalité et aux infos fiables qu'on a pu consulter et vérifier. Et justement, Guillaume, toi tu t'es un petit peu attardé sur la conférence Build de Microsoft qui est, on va dire un peu schématiquement, pour essayer de faire l'analogie, la WWDC de Microsoft, mais évidemment le parallèle a vite des limites. Mais en tout cas, il y a eu des annonces. Alors d'une part du côté des logiciels, il y a OneNote qui est une application de prise de notes qui était pendant un temps un concurrent d'Evernote, mais Evernote disparaissant, j'ai l'impression des références des applications de prise de notes. OneNote persiste et signe, notamment j'imagine grâce à la vie en entreprise, et plutôt complet en plus comme service, mais il s'est refait une beauté, Guillaume. Écoute, ouais, bah oui, parmi les petites choses aussi comme ça qu'il y avait à la build, parce que bon, finalement c'est quand même plus une conf pour développeurs, mais il y avait aussi des petits trucs sympas. Alors OneNote, effectivement, va avoir droit à un petit lifting qui le rendra plus en adéquation avec l'esthétique générale de Windows 11. D'autre part... C'est très beau. Hein. Ouais, écoute, oui. c'est Moi, ça. j'aime bien ces évolutions-là. Et Oui, tu sais joli, qu'au passage, quand je regardais les copies d'écran, les images, ça me fait furieusement penser à plein d'éléments de design qui étaient le cœur de design de Linux. Enfin, je me rappelle de beaucoup d'interfaces Linux qui étaient avec ces types de typos. Ah, ok, d'accord. Bon, ouais. Écoute, en tout cas, il y a aussi l'aspect prise de notes qui est stylé, qui va être plus prise en compte plus sérieusement avec de nouveaux outils de dessin, une règle, voilà, la reconnaissance d'écriture et de forme, etc. Donc les notes pourront aussi être triées, il y aura la possibilité d'insérer des photos prises par la caméra, etc. Mais bon, la conférence Build de Microsoft, c'était une conférence orientée pro et développeurs. Il y avait quand même des infos intéressantes aussi pour les utilisateurs comme nous, juste de Windows, comme par exemple le fait que Windows 11 allait enfin ouvrir sa gadget. Un petit peu plus tard cette année, tous les développeurs pourront créer des widgets pour compléter leur application. Alors, application soit en Progressive Web App, en PWA, ou plus traditionnelle, les Win32. Ça passera par la plateforme Adaptive Cards. Alors c'est marrant cette histoire de widget, ça apparaît avec Windows Vista, puis c'est parti avec Windows 8, et puis c'est devenu des tuiles interactives comme ça qui ont été un petit peu oubliées, j'ai l'impression, dans Windows 10. Alors, c'est peut-être juste mon impression, mais là ça revient, ils sont bien nommés peut-être en marquant c'est gadgets finalement, c'est widgets. Bon, pourquoi pas. Retour d'une autre vieille fonction, finalement, la restauration des applications, après une réinstallation de Windows. Parce que c'était déjà possible avec Windows 8, et là, là ça revient. Alors, ça va concerner évidemment que les applications du Windows Store. C'est une fonction qui existe chez la concurrence depuis des lustres de mort, mais évidemment, c'est parce qu'ils sont sur Android ou sur iOS, voilà, quasiment tout est pris du Store, alors qu'évidemment, sur Windows, de toute façon, Windows va pas aller sur Chrome tout seul, avec ses petites papates, et aller te télécharger ton truc, forcément. Mais pour les applications du Windows Store, ça peut marcher. Donc après, il y a aussi le sous-système Android de Windows 11 qui passe à la version 12.1, et surtout, grande nouvelle, il arrive en France. Et aussi en Italie, en Allemagne, en Angleterre et au Japon. Et enfin, le Microsoft Store va intégrer des pubs. Les développeurs certifiés pourront faire de la pub pour leurs applications. C'est pas non plus une révolution conceptuelle non plus, mais c'est juste que Microsoft continue à investir dans son store pour le mettre au niveau. Alors je sais, c'est des pubs, c'est pas forcément ultra sexy, mais d'un autre côté, c'est important aussi, quoi. Je veux dire, évidemment, de faire connaître, c'est le fonctionnement normal aussi d'un store, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Tu sais que ça me laisse un petit peu songeur, ces histoires de gadgets, de widgets, là. Parce que,
En fait, je me demande si c'est pas devenu une idée qui a prouvé qu'elle n'intéressait personne. Je m'explique. Sur Android, oui, forcément, les gens aiment les widgets. Sur iOS, il y en a quelques-uns qui les aiment dans une toute autre mesure. Ça déchaîne pas les passions non plus. Mais sur ordinateur, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui a été testé même du temps de Windows XP avec des applications tierces et qui a pas convaincu du tout. Alors, on pourrait me dire que c'est parce qu'elles ont pas été bien intégrées au système, mais j'ai pas l'impression non plus que les widgets qui ont été intégrés, tu as raison, depuis Vista, est complètement convaincu. En fait, est-ce que c'est vraiment une attente? J'ai l'impression, je crois avoir lu qu'il y avait eu des tests, et évidemment, ils vont pas dire le contraire, Microsoft, qui montraient qu'il y avait une satisfaction de la part des gens à ce sujet, mais honnêtement, je sais pas, c'est un truc qui t'intéresse, toi, les widgets sur ton ordinateur? Est-ce qu'il y a des choses, tu vois vraiment une utilité concrète à ça? Moi, perso, je n'utilise pas, même d'ailleurs sur Android, bizarrement, mais il y en a sur macOS aussi, hein. Il y en a sur macOS, mais qui sont complètement réduits. Alors, il y avait eu sur certaines versions de macOS dans un écran dédié, mais non, clairement pas. Il y a maintenant en fait, quand tu cliques sur une partie à droite, ça te fait défiler une espèce de tiroir sur lequel tu peux mettre des widgets. Mais là, pareil, en fait, il faut cliquer pour les voir et c'est pas pratique. Franchement, c'est vraiment tout sauf pratique. Moi, je comprends pas que ce soit encore un combat des développeurs, mais écoute, bon, pourquoi pas? C'est toujours bien de les ouvrir. Et une autre réflexion aussi sur la récupération des apps. Je sais pas si tu as aussi ce constat, toi, sur Android ou sur d'autres appareils, mais quand tu fais des restaurations, t'as pas le choix. Soit tu restaures toutes tes apps ou rien du tout. Et je comprends pas que les services, peut-être que Windows va proposer ça parmi les premiers, mais juste te disent, est-ce que tu veux tout, rien ou coche celle que tu veux, quoi? Ça me paraît vraiment la base et c'est toujours pas possible. Mais bon. T'as raison, c'est complètement vrai, ce serait pourtant peut-être qu'ils vont faire bien les choses. Ouais. Après, c'est pas tous les 4 matins qu'on fait des restaurations, donc c'est sans doute pas la priorité pour eux. On parle des appareils mobiles, donc forcément il y a les technologies avec ARM dont on parle régulièrement. Maintenant vous êtes aguerris en écoutant Tech Café de ce que c'est vraiment qu'un système d'exploitation qui exploite ARM. Et justement, Microsoft a à nouveau parlé de ARM pour Windows, pour mais plus que pour Windows d'ailleurs. Et c'est pas la première fois qu'ils le font, mais là ça paraît sérieux, pas forcément extrêmement pour le coup novateur, mais quand même dans l'approche ça me paraît assez différent de ce qui a été proposé avant. Qu'est-ce qu'ils font Microsoft avec ARM, Guillaume? Ça fait un petit moment, hein, mais voilà, alors bon, évidemment la build est une conférence de développeurs, donc il y a bien sûr énormément d'annonces dans ce sens, et c'est vrai que la plus marquante peut-être, hein, c'est la prise en charge complète et sérieuse de la plateforme ARM64 en plus de la traditionnelle architecture Intel, puisque ARM est désormais l'architecture de choix d'Apple, mais n'oublions pas que Microsoft possède aussi sa Surface Pro X, qui est une machine sous ARM, et c'est pas la première, ce sera certainement pas la dernière. Donc, toute la chaîne d'outils Visual Studio 2022 est disponible en natif pour les architectures ARM, de même que les API .NET, anciennes et modernes, et même les sous-systèmes Linux et Android. Donc, vous vouliez faire des applications Linux ou C++ ou Visual Studio, vous pourrez le faire sans émulation, et sinon, donc sans aucune perte de performance sur une machine ARM. Comme par exemple, le petit PC de Volterra. Alors, non, pas de Volterra, c'est vrai que petit PC et Volterra. Volterra, c'était un mathématicien, mais ça n'a rien à voir. Donc, le petit PC est Volterra. C'était pas son petit PC qu'on a récupéré. Pas du tout. Donc, c'est une petite surprise. Microsoft promet un mini PC tout mignon, tout carré, hein, qui sera propulsé par un processeur Qualcomm, donc une architecture ARM, et qui sera accompagné d'une unité d'accélération pour le deep learning. Donc, les Volterra seront compacts pour faciliter le déploiement d'un environnement de programmation donc sur ARM, avec ou sans machine learning. Ils seront empilables, d'ailleurs, donc c'est pratique si tu veux faire plusieurs devs à la fois sur diverses applications à la fois. Néanmoins, si vous souhaitez rester en mode x86, hein, le fameux mode Intel, il y a encore plus simple puisque Microsoft propose carrément aussi des machines virtuelles pour codeurs. Donc le principe c'est très simple, c'est Windows 365, c'est-à-dire un bureau Windows dans le cloud, mais avec toute une suite de programmation clé en main dedans, tous les outils, compilateurs, éditeurs, etc. Et les VM qui sont proposées sont assez costaudes, hein, elles sont c'est quand même bien proportionné puisqu'il est possible de faire du développement de jeux dessus, du développement Linux, les compilations peuvent parfaitement se faire en tâche de fond la nuit, etc. Et sur les exemples qu'il y avait, là, chaque box offrait quand même 8 cœurs, 32 Go de RAM, 1 TB de stockage. Donc c'est pas des box bureautiques, hein, c'est vraiment des trucs assez puissants. Alors j'ai honnêtement aucune info sur le prix, je suppose que c'est plutôt destiné à des boîtes qui peuvent acheter des batchs de VM dans le cadre d'une souscription Azure, hein, j'ai l'impression, mais sans doute, hein, ouais, voilà. Bon, ça évolue en tout cas dans la bonne direction vis-à-vis de ARM, ils prennent les choses au sérieux, clairement c'est une preuve de plus. Surface Pro X, on a des retours, Guillaume, d'ailleurs sur les je sais pas, les commercialisations. Moi j'ai toujours eu la conviction que c'était pas très important comme volume de vente et comme volume d'usage, mais peut-être que je me rends pas compte et peut-être qu'on a des... J'ai pas de chiffres, les retours étaient plutôt, disons que c'était plutôt pas mal sur les applications qui avaient des versions natives.
Après, quand même, ça souffrait pas mal. Bon, ça a dû évoluer aussi, parce que tu sais qu'ils ont sorti, voilà, ils émulent aussi le 64 bits maintenant. Enfin, je crois qu'il y a quand même des évolutions, quoi, mais j'ai pas de chiffres vraiment pour savoir à quel point ça représente une part de marché faible, ou très faible, ou extrêmement faible. Bon, en tout cas, les développeurs qui nous écoutent seront probablement heureux de savoir que Microsoft bosse dur pour leur fournir tous les services nécessaires pour développer autour de l'intelligence artificielle, et même d'ailleurs, tiens, pour communiquer un peu mieux avec Teams. C'est leur chouchou, hein, Teams, maintenant. Ouais, alors bon, Teams c'est leur... Ouais, si tu veux. En tous les cas, il y a eu... bon, comme je disais, on a parlé d'intelligence artificielle pas mal, de machine learning, avec le NPU de Volterra. Donc tout ça, par exemple, d'ailleurs, ça va se coder en ONNX, c'est écrit ONNX, et c'est supporté par Visual Studio. ONNX, c'est Open Neural Network Exchange. ONNX, exactement. Un écosystème supporté par un petit peu tout le monde d'ailleurs, hein, Facebook, AMD, IBM, Intel, etc. Et qui pourra aussi utiliser le cloud à travers Azure ML. Et Microsoft est tout feu tout flamme sur l'IA, donc il va ajouter des modèles OpenAI d'ailleurs comme GPT-3 au service Azure, et il va ouvrir le copilote GitHub à tous. Donc on se souvient dans la preview de cet assistant codeur l'an dernier, tu sais, apparemment d'après Microsoft c'est un franc succès. Donc voilà, c'est un assistant où vous dites ce que vous voulez, et puis il vous prend une petite boîte de code comme ça qui permet qui fait normalement ce que vous lui avez décrit. Il y a plus de 30% des testeurs qui l'utilisent désormais au quotidien, donc voilà, tout le monde pourra y avoir accès dès cet été. Bon, rappelons que le copilote de GitHub est quand même controversé, la FSF elle-même ne le porte pas tout à fait dans son cœur, puisqu'elle s'est quand même publiquement interrogée sur la légalité et l'équité du produit. Bon, après tout, Copilot, ça oblige d'une part à utiliser Visual Studio Code, qui est un logiciel propriétaire, alors qu'il a été entraîné sur du code open source. D'autre part, les lignes qu'il recrache sont quand même des recombinaisons de ce code, hein, qui est sous licence libre, et qui normalement devrait le rester. Sauf que là, tu peux en faire ce que tu veux. Copilot pose donc des problèmes légaux, enfin en tout cas, probablement des problèmes légaux sur l'aspect fair use en fait, hein, du code sur lequel il s'appuie, et sur l'usage qui est fait de ses productions. Bon, enfin, c'est pas forcément le sujet ici, puis on va encore me dire que je fais de la politique, et que je suis gauchiste, tout ça, alors je m'étais dit, cette fois pas de politique, on fait un truc matos logiciel, et puis voilà, comme ça je suis inattaquable. Mais non, regarde comme je dérive toujours sur mes sujets socialo-politico-gauchistes, voilà, et alors mais ici c'est pas islamo-gauchiste, c'est politico-gauchiste, socialo-gauchiste, je sais pas. Bon, enfin écoute, en tout cas, l'IA dope aussi l'offre low-code de Microsoft, l'offre d'automatisation au sens large de Microsoft, hein. Déjà, il y a un service de résumé de texte. Alors, ça peut paraître un peu idiot, mais les retours utilisateurs, quand tu fais une app, ben, ça peut être long, quoi. Donc, si un algo au milieu, comme ça, peut résumer ça en un paragraphe, en faisant ressortir les mots-clés, les sentiments généraux, tu vois, des retours, ben, c'est toujours ça de gagner, donc c'est pourquoi pas. Et puis, Microsoft propose aussi une plateforme donc, qui s'appelle Power, pour créer des sites business complexes, hein, potentiellement, en mode low-code, donc de la manière la plus visuelle possible. Alors c'est à tel point qu'il y a un outil qui s'appelle Express Design, qui permet d'uploader alors une image, un PDF, même tu fais une photo d'un croquis que t'as fait à la main, et donc voilà, donc en gros tu fais le design de la page, tu dis voilà, j'écris le titre là, je mets les champs là, ce truc là peut être récupéré par le logiciel, et donc le truc en fait analyse la page, et pas à pas c'est transformé en vrai site. Donc voilà, par exemple, les champs, tu définis quel champ Express Design repère les champs que t'as mis, il te dit alors c'est quoi ça va être un texte, une date et des nombres, etc. Et tu crées ta page petit à petit comme ça. Donc c'est intéressant, il y a aussi d'autres nouveautés, il y a la sortie publique de .NET MAUI. Alors MAUI, c'est l'API multiplateforme de Microsoft. Donc en gros, tu codes en .NET et tu peux déployer sur Windows, iOS, Android ou macOS. Et Teams aussi, oui, c'est vrai que tu m'en parlais, Teams... parce que en fait, il va intégrer le Fluid Frameworks pour avoir des team apps plus sophistiquées, qui vont aussi au-delà qui vont un petit peu au-delà du partage écran ou du whiteboard, hein, qu'il y a toujours, mais il y a aussi un truc qui va s'appeler Live Share, qui permet de coéditer des documents. Donc la démo, c'est celle d'un modèle d'ingénierie 3D que les participants peuvent manipuler à loisir. Voilà, les devs sont invités à créer des apps collaboratives via les nouveaux Teams SDK, quoi. Voilà, il y a encore plein d'autres mises à jour, hein. Vas-y, oui, pardon. Non, mais juste pour dire que le cas d'usage qui est présenté, pardon, et qui est dans les copies d'écran, dans l'article de The Verge là que tu partageais.
Enfin, je suis pas très convaincu. Je suis pas certain que le cas d'une hélice comme ça de moteur soit turbine, de nature à avoir une évolution à la turbine, soit l'objet d'une réflexion collégiale de plus de 6 personnes. Mais bon, je suis pas spécialiste en turbine, donc je me trompe peut-être. Mais c'est quand même bien pour la démo. C'est beau clair de voir s'il y a cette interface 3D, cette interaction. C'est sûr que avec le télétravail qui s'est démocratisé et même de toute façon sans aller jusqu'à avoir les participants comme étant tous en télétravail, il y a de l'intérêt à ça. Et surtout, encore une fois, moi j'attends cette révolution qu'il y aura dans les applications où tes fichiers et ton contenu ne seront plus justement dans des arborescences de fichiers, dans des dossiers, ou en tout cas pourront vivre une forme de dynamisme supplémentaire où tu pourras les partager comme ça dans Teams, interagir dessus, qui soient conservés comme ça. On en avait déjà parlé, mais je pense qu'on aurait beaucoup à y gagner. Et puis évidemment, le fer de lance maintenant pour Microsoft, ça reste Azure, Guillaume. Alors, à quoi on peut s'attendre du côté d'Azure ? Écoute, bon, Azure, évidemment, tout continue, tout s'étend. Il y a énormément de mises à jour, comment dire, on va dire un petit peu techniques, avec voilà des mises à jour de tous les services. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que, en fait, elle a toujours la build, hein, AMD aussi était en vedette, parce que Microsoft a révélé qu'il allait utiliser ses accélérateurs Radeon Instinct MI200 pour le cloud Azure, et en particulier pour les algorithmes de machine learning au format XXL, quoi, vraiment les gros machins. Mmh. Et c'est intéressant parce que les Radeon Instinct, c'est les pendants de des Nvidia Tesla chez AMD. C'est des GPU sans sortie vidéo, hein, mais avec beaucoup de RAM et beaucoup de shaders. C'est des cartes graphiques, entre guillemets, mais qui sont pas graphiques du tout. Donc, tu utilises que les unités de calcul pour faire du calcul brutal. Hein, bon. Alors les MI200 c'est des monstres. Hein. Miner des cryptos quoi, pardon. Éventuellement j'imagine, mais bon, en tout cas là c'est des monstres bipuces de 58 milliards de transistors, qui seraient 5 fois plus rapides que les Nvidia en FP64, hein, c'est-à-dire le calcul scientifique généraliste, qui serait 20% meilleur en FP16 par rapport à une A100. Alors concurrence sur le segment de la très haute performance, c'est vraiment chaud bouillant en ce moment, puisque Nvidia revient avec Hooper et Intel avec Ponte Vecchio. Et donc, Microsoft avait aussi des clusters A100, donc c'est marrant de voir que ils s'orientent vers des Radeon Instinct aussi, et c'est une très bonne nouvelle pour AMD. C'est une grosse réussite, et c'est un gros client, hein, donc ça peut être sympa. Et alors, il faut bien avouer que AMD, il y a quand même pas mal de réussites en ce moment, hein, puisqu'il équipe de A à Z l'ordinateur le plus puissant du monde, selon le top 500. Ah, ouais. Donc voilà, c'est champagne pour Lisa, hein, Lisa Su. Le superordinateur américain Frontier dégage le japonais Fugaku de la première place du top, d'une grosse patate de forain dans la tronche, hein, quand même. Est-ce qu'il faut dire qu'avec ses pauvres 442 pétaflops, il semble bien chétif, hein, le Fugaku devant Frontier, qui lui en aligne 1100. Alors en pétaflop, c'est 1000 teraflops. Donc Frontier aligne donc 1,1 million de teraflops, sachant que si vous avez la chance d'être un gros bourgeois en possession d'une RTX 3080, bravo. Chanceux. Ouais, chanceux, parce que moi c'est pas le cas. Vous avez accès à 0,465 teraflops en FP64. FP64, ce sont ces floating point 64 bits, c'est la précision utilisée par l'INPAC. L'INPAC, donc librairie de John Dongara, les plus assidus reconnaîtront. Et en gros, Frontier, c'est 2 400 000 RTX 3080. Voilà, pour vous donner une idée, l'équivalent. Donc ça rigole pas. Autre fait intéressant, l'ordinateur le plus puissant du monde, c'est aussi le plus efficace, à 52,23 gigaflops par watt. Bon, on en déduit du coup que ce beau bébé consomme 21 mégawatts, hein, quand même. Bon, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je parle des plus gros, je parle des Américains, et nous alors ? Si nous c'est l'Europe, on est 3e, avec Lumi, qui est en Finlande et qui offre 151 pétaflops. Pas mal, j'aurais pas pensé. C'est pas si mal, hein. Et nous, la France, on est 10e, avec Adastra, qui est au Gency. Ben oui, 10e au Gency. Alors Gency, c'est Grand Équipement National de Calcul Intensif. Et donc on a des projets, hein. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a Champollion, qui sera équipé de Nvidia A100, qui va arriver à Grenoble. Le nom est formidable. Et oui, et en Suisse, ils auront un truc qui s'appelle Alps, hein, voilà, c'est suisse, en 2023. Voilà. Donc voilà, la barre de l'hexaflop, donc l'hexaflop c'est 1000 pétaflops. Elle est donc officiellement, dans le sens du top 100, tombée en 2022. Bon, alors il y avait déjà des Chinois qui avaient, voilà, on en avait parlé il y a quelques temps. Mais bon, c'est marrant de mettre ça en perspective, parce que là, on vient de passer la barre de l'hexaflop, soit 1000 pétaflops. La barre du pétaflop, elle avait été passée en 2008 par Roadrunner. Celle du teraflop, donc 1000 fois moins, a été dépassée en 97 par ASCII Red. Celle du gigaflop en 1985 par un Cray 2. Et en fait, celle du mégaflop par un CDC 6600 en 1964. Donc, si tu compares, donc voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a, en 37 ans, on a des ordinateurs 1 milliard de fois plus rapides.
quoi. Si on prend c'est par rapport au Cray 2. C'est que ça laisse quand même songeur. Ouais, ça laisse clairement songeur. Je pense que pour revenir sur l'importance d'avoir AMD qui équipe la machine la plus puissante, enfin, il faudrait, pour bien se rendre compte, se dire que c'est, je sais pas, j'essaye de trouver une analogie, mais on pourrait se dire que c'est la marque de raquette du champion mondial de tennis, quoi. Enfin, du numéro 1 mondial de tennis. Après, ça montre que... T'inquiète pas, Intel et, enfin, je veux dire, il y a Aurora qui va aussi arriver, et donc c'est lui, il est équipé en Intel. Et on verra, à mon avis, il sera au niveau, tu vois. Mais bon, oui, voilà. Ça veut pas dire que c'est les seuls à sûr que non, mais, ça, voilà, c'est quand même un achievement, quoi. Genre, c'est quand même une vraie réussite. Achievement unlocked. Bravo AMD. C'est super parce que ça va nous permettre de laisser un petit peu la build de côté et nous intéresser à un autre événement salon annonce. C'est le Computex 2022. Mais on va commencer justement en gardant notre fil autour d'AMD parce que il y a justement des news à relayer sur le sujet, Guillaume. Ouais, le Computex, c'est le salon du matos. Voilà, des processeurs aux écrans, des cartes mères au PC de poche et des cartes graphiques au SSD. Truc de gauchiste. Ah des cartes mères, de quoi? Comment ça? Attends, non, pas encore. Non, je disais, c'est un truc de... Pas encore, t'inquiète, j'arrive, t'inquiète. Je vais réussir à repolitiser un truc d'ici la fin de l'épisode, t'inquiète pas, j'y y arriver, pas de souci. Ouais. Ça va y arriver. Mais pour l'instant, matos. Alors, bien sûr. Donc, les principaux constructeurs font leur show au Computex, et bien entendu, AMD a été présent, voilà, pour détailler sa prochaine génération de Ryzen, et tout ce qui va avec, donc voilà, les chipsets et tout. Donc, les Ryzen de série 7000, du coup, qui seront des cœurs en Zen 4, gravés pour la première fois en 5 nanomètres. Donc ils demanderont un nouveau chipset à la série 600 en AM5 et ils vont requérir de la mémoire DDR5. Ils auront 16 cœurs, évidemment la version haut de gamme, et 32 threads pour une puissance annoncée de 170 watts de TDP maximal. Alors sur ce point, justement, pendant qu'on y est, on va s'arrêter un petit peu. Parce que cette histoire de TDP, c'est quelque chose, il y a eu une grosse confusion autour du TDP du Ryzen, et en fait, ça nous permet peut-être de décortiquer un petit peu ce sujet-là, parce qu'on en parle souvent de TDP, moi le premier, et il faut bien garder à l'esprit que cette valeur est devenue depuis des années assez approximative, en fait, TDP c'est donc Thermal Design Power, et donc elle donne une idée de la consommation générale du bordel. Bon, c'est la valeur qu'on utilise pour déterminer les besoins de refroidissement d'ailleurs aussi, mais pour être plus précis, il faut garder à l'esprit que tous les CPU modernes gèrent d'une manière assez souple leur consommation et qu'ils la gèrent eux-mêmes entre deux valeurs principales. Si on prend chez Intel, qui s'appelle chez Intel PL1 et PL2, pour Power Limit 1 et Power Limit 2. Donc PL1 c'est la consommation nominale, en charge, sous-entendu en charge quand il travaille, sur une durée indéterminée du processeur. Voilà, un CPU peut consommer PL1 watts sans fondre pendant des jours et des jours, pas de souci. PL2 c'est une valeur qui est plus élevée, et qui n'a cessé de devenir plus élevée, mais qui ne peut être atteinte que pendant un laps de temps relativement limité. Au début, typiquement quelques secondes. Cette durée s'appelait taux d'ailleurs. Ça permet de mieux encaisser des montées en charge rapides, des pics d'activité. Des pics d'activité qui sont finis plus vite du coup, et le PC évidemment se montre plus réactif. Alors le TDP ça se rapproche de PL1 en notion, en concept, sauf que ces valeurs sont en fait librement modifiables dans l'UEFI. Et depuis la 5e génération d'Intel, il existe aussi PL3 et PL4, qui définissent d'ailleurs à quel moment il faut faire une baisse drastique de la fréquence pour éviter les surchauffe. À quel moment ça va flamber. C'est un peu l'idée, Et sur les Gen 9 et 10 d'Intel, les PL2 pouvaient être 2 fois plus gros que le TDP officiel, en fait. Donc, c'est à tel point qu'avec la génération 12, Intel a supprimé taux. Et donc on parle en fait de fréquence de base, de turbo power. Ce qui veut dire, de consommation de base et de turbo power. Ce qui veut dire que dès lors que le refroidissement suit, le processeur peut bouffer 2 fois son TDP officiel indéfiniment en fait. Alors bien sûr, tout ça, ça permet de booster les performances en pratique, puisqu'un processeur qui est autorisé à consommer 200 watts au lieu de 100 ou 150, il va offrir plus de performances, tu vois, au prix évidemment, effectivement, de plus de chauffe et de plus de bruit éventuellement. Tout ça pour dire que l'énergie qu'un CPU peut tirer de son socket, elle est fondamentale pour les performances maximales. Et or, il y a eu une confusion effectivement au début avec l'annonce d'AMD et son TDP de 170 watts. Parce qu'on a cru que le socket ne pouvait fournir au processeur que 170 watts au maximum. Or, le socket Intel... Non, c'est une indication nominale, en fait. Du coup, oui. Et même d'ailleurs, on s'est inquiété parce que en face, chez Intel, le LGA 1700, là, qui est donc pour les processeurs Intel, offre 240 watts. Que les puces Alder Lake avalent goulûment, d'ailleurs, pour atteindre des performances très très élevées. Alors, 70 watts de moins pour AMD, c'était de mauvais augure, ça aurait pu brider les performances du concurrent. Mais rassurez-vous, il y a un autre acronyme qui arrive à la rescousse, s'il n'y en avait pas assez, c'est le PPT. C'est le Package Power le PowerPoint. Donc, 170 watts, c'était le TDP pour AMD, et ça correspond à ce que Intel appelle le PL1.
la consommation à long terme, quoi, si vous voulez. Mais le socket peut apporter 230 watts maximum au processeur. C'est ce que AMD appelle le PPT, qui est de 230 watts, et donc ça correspond aujourd'hui au PL2 chez Intel. Donc dans un sens, c'est rassurant. Limite haute, quoi, le pic. Le pic, exactement, la consommation vraiment max, quoi. Après, de toute façon, de toute façon, c'est pas possible. Donc, dans un sens, c'est rassurant pour la compétitivité d'AMD, mais d'autre part, on constate avec effroi que le socket AM5 permet quand même une consommation de 90 watts de plus au maximum que la M4. Et en pratique, ça sera fréquemment consommé, ces trucs, à mon avis, y a pas de souci. Donc, les nouveaux CPU consomment quand même beaucoup. Je sais pas à quel moment on dira que c'est trop haut, mais aujourd'hui, chez Intel comme chez AMD, consommer plus de 200 watts, c'est la routine. Bon, c'est quand même pas rien, quoi, mais bon. Passons. AMD fait une démo quand même impressionnante, hein, sur un jeu. Alors, c'est le jeu, en l'occurrence, c'est Ghostwire Tokyo, où le processeur a monté à 5,5 GHz sur presque tous les 32 threads. Le tout sans aucun overclocking et pour, apparemment, d'après ce qu'ils disent, moins de 170 watts. Donc, et ça sur un prototype. Donc c'est quand même un prototype vraiment bien convaincant. La fréquence limite serait à 5,85 GHz actuellement, ce qui est quand même une valeur assez incroyable. Donc les Ryzen 7000 doublent aussi la quantité de cache L2. Ils intègrent un GPU, un RDNA2. Et donc voilà, bon, AMD a aussi parlé de Smart Access Storage, qui est une technologie qui repose sur Direct Storage et qui est très analogue en fait à ce qu'on a dit, enfin comment ça sera utilisé avec Nvidia, c'est-à-dire ça permet la communication à très haute vitesse avec les SSD, enfin ça permet même un lien direct entre les SSD et la carte graphique. Et donc là, en l'occurrence pour le Smart Access Storage avec les cartes graphiques Radeon. D'ailleurs, AMD fait un partenariat avec Phison aussi pour des SSD PCI Express génération 5 avec des performances doublées, voilà, des débits de l'espace, des IOPS de l'espace. Donc cet adorable pupu sortira fin 2022 et devra être directement confronté au Raptor Lake, donc de chez Intel, un Intel 7, qui eux aussi devraient se rapprocher de 5,8 GHz sur 24 cœurs hybrides. Donc voilà, c'est toujours marrant à suivre ces petits combats de catch là. C'est intéressant à suivre, d'autant plus que sur la base des infos que tu transmettais dans la rubrique précédente avec la build et ce qu'on voit là pour le Computex, ça paraît bête, mais moi dans mon inconscient de ce qui se passe dans la tech, j'ai toujours en référence Nvidia, tu vois, toujours plus pour Nvidia. Et c'est quand même intéressant encore une fois de rappeler à AMD le poids et les performances qu'ils peuvent apporter. C'est très cool au final d'avoir tous ces acteurs qui profitent en matière de concurrence et donc au final on a toujours des trucs qui sont de mieux en mieux pour nous, c'est cool. Donc du coup, je parlais d'Nvidia parce que eux aussi, il y avait des choses à noter dans le cadre de ce Computex 2022. Oui, ils étaient là aussi avec une keynote qui faisait largement écho à celle de la dernière GTC dont on avait parlé dans une édition week-end. Néanmoins, il y avait quand même une grande absente, j'ai l'impression, la série 4000 des GeForce et aussi les 1630 qui n'ont à ce jour toujours pas été officialisés, je crois. Donc plutôt des annonces pro avec un serveur de référence. Ils ont montré un serveur de référence équipé du nouveau superprocesseur Grace et si affinité d'un GPU Hopper. Donc Grace, c'est un CPU ARM très très haut de gamme, et sa particularité, c'est de faire comme Apple avec son M1 Ultra. C'est-à-dire qu'on fusionne 2 puces de 72 cœurs pour avoir 144 cœurs au total, pour une consommation de 500 watts, donc on parlait de consommation, il n'y a pas de souci. Bon, après là on a le monde serveur, donc c'est évidemment toujours un peu plus élevé. D'ailleurs à ce propos, ils ont montré aussi un nouveau système de refroidissement liquide pour les A100, ce à quoi tu faisais allusion en intro. Donc ouais, effectivement, c'est pour les A100, donc c'est pour les cartes, encore une fois c'est pour les cartes professionnelles. Et effectivement, c'est des cartes avec un boîtier noir comme ça et des entrées sorties des cartouches en fait même. Ouais, c'est ça, on dirait des cartouches. Hein. Ouais, exact, c'est vrai, exactement. On dirait un petit peu des cartouches, des grosses cartouches NES, des formats très grosses quand même, qui doivent peser, je sais pas, bien 2 kilos ou 3 kilos, je sais pas. En tout cas, voilà, des trucs avec des entrées et des sorties pour le liquide. Apparemment, faire du refroidissement liquide améliorerait l'efficacité du système et pourrait réduire la consommation totale en fait de 30%. Donc ce serait plutôt une bonne idée. Et bon, AMD a montré donc des vraies lames de serveur. Des lames... Comment ? T'as dit AMD. Pardon, Nvidia a montré, de vraies lames de serveur. Donc, alors évidemment, il y a plusieurs configs possibles, donc avec un CPU Grace et un accélérateur Hopper. Donc, dans l'architecture de Hopper, en fait, c'est la même que celle des futurs puces RTX 4000, qui sont toujours pas arrivés. Alors, une lame de serveur, c'est 512 Go de RAM pour le CPU, 80 Go de HBM3 pour l'accélérateur Hopper.
Mais bon, si votre travail n'est pas optimisé pour les GPU et que vous préférez avoir un énorme CPU, vous pouvez aussi opter pour un double grace, avec un teraoctet de RAM, et empiler tout ça. Alors si vous empilez tout ça avec plusieurs racks, vous pouvez aussi avoir un double Hooper, comme chez Burger King. Je m'y attendais. Tu me connais bien. Donc ce sont des designs de référence qui seront repris évidemment à leur sauce par Supermicro, par exemple, des intégrateurs professionnels ou Asus pour créer leur propre offre de serveurs. Donc Nvidia a aussi parlé des doubles digitaux, voilà son dada, c'est des simulations ultra réalistes pour les voitures ou les robots, ou ce que vous voulez, qui seront propulsés par des cartes graphiques magiques, et ils ont aussi insisté sur le fait que bien qu'ils aient désormais leur propre processeur vedette en ARM, ils vont continuer à supporter Intel aussi, il n'y a pas de souci. Et bon, désormais Nvidia estime qu'ils possèdent 3 gammes de puces, donc des GPU, les RTX et les Tesla, les CPU, donc les Grace, et les DPU, donc les Bluefield. Alors ces derniers, ça s'occupe d'accélérer l'infrastructure des data centers, donc le réseau, le stockage, etc. Et donc à E3, ils couvrent un petit peu tout le spectre des besoins, ils seront mis à jour tous les 2 ans. Ça sera probablement entrelacé, et il y aura aussi les sorties d'optimisation, voilà, histoire de sortir quand même des nouveaux produits tous les ans, parce qu'il faut pas déconner. Bon, pour finir, on peut aussi citer Orin, qui est la carte de développement pour l'embarquer, qui regroupe un GPU Ampère et un CPU 12 cœurs, qui tourne sous 60 watts et qui se voit déployer plus largement auprès de 30 partenaires. Donc Orin, c'est pour l'automobile, les robots, etc. Tu parlais tout à l'heure donc des cartes avec les entrées et les sorties pour le liquide. Juste pour dire que moi je trouve ça hyper stylé et que quand bien même ce serait pas plus efficace, la simplicité de me dire que j'ai des tuyaux à brancher m'effraie et en même temps m'excite énormément pour un ordinateur. Mais bon, Nvidia disait a priori que le refroidissement dans les data centers c'était donc 40% de l'énergie qui était consommée pour les data centers, qui eux-mêmes consomment à peu près 1% je crois j'avais noté de la consommation électrique mondiale. Alors bon, c'est forcément les cartes graphiques dans le cadre de serveurs ne comptent pas suffisamment pour ces 40%, donc ça changera pas la donne fondamentalement, mais c'est quand même cool après tout de voir si jamais il y a des réductions, et si surtout la durabilité est la même, parce que peut-être que d'introduire du liquide dans un fonctionnement comme ça peut aussi altérer la durée de vie, j'en sais rien, enfin je parle sur de la supposition, j'ai pas de, mais bon, j'ai tendance à penser que c'est quand même plus compliqué de faire durer un appareil qui fonctionne avec du liquide que sans liquide. Je me trompe peut-être. Après, un appareil qui est bien refroidi, il a une espérance de vie meilleure qu'un truc qui est moins bien refroidi. Ah oui, donc, exact. C'est pas clair. Ah oui, ça s'équilibre. Ouais, c'est ça se tient. Comme quoi, cette impression n'est pas forcément avérée. On avait d'autres choses quand même pour le Computex 2022, et notamment, alors comment on doit dire maintenant, Guillaume, parce que tu as relevé des PC pour, bon, t'as marqué Street Gamer, alors oui, c'est les streamers, mais je sais que maintenant en français, et on doit dire quoi, joueur diffuseur. Là, on va dire, ouais, on en parlera, on en parlera dans les jeux vidéo, parce qu'en fait, c'est que des termes liés aux jeux vidéo. Mais ouais, c'est marrant, effectivement. Bah, il y avait plein d'autres trucs aussi, évidemment, au Computex, il y avait des écrans, par exemple, aussi. Des écrans avec des fréquences de rafraîchissement un peu folles, jusqu'à 500 Hz pour un Asus ROG Swift. Bon, à cette vitesse, il faut pas espérer mieux que du Full HD, parce que ça s'adresse clairement à la niche de l'e-sport de haut niveau. Mais on avait aussi les Samsung d'ailleurs, avec leurs Odyssey, les Odyssey Neo G7 et 8, donc il y avait 4K en 240 Hz pour le G8 et 165 Hz pour le G7. Alors 4K, c'est très impressionnant pour des fréquences aussi élevées, parce qu'évidemment, au plus t'as la fréquence, au plus il y a d'images par seconde, au plus t'as des débits par seconde énormes qui sont demandés. Donc comment fait Samsung ? Bah j'en sais rien en fait, la solution la plus simple c'est de dégrader un peu l'image, voilà, ou de compresser d'une manière vraiment particulièrement efficace. Bon. Égorger des poulets aussi, je pense que ça doit... Ah bah je sais pas, en tous les cas, c'est des beaux écrans, quoi qu'il en soit, avec des rétroéclairages LED et tout. Bon, magnifique. Ils ont l'air très chouettes. Et bon, on a vu aussi un portable de joueur Corsair assez original, oui, c'est ce que tu me disais, puisqu'il est dédié aux streamers, effectivement. Tout est en AMD aussi, d'ailleurs, un Radeon RX 6800, un Ryzen 7, il a 10 touches de raccourci qui sont compatibles avec le logiciel Stream Deck. Mais bon, après, ce que j'ai trouvé de plus mignon, peut-être, c'est les mini PC Zotac. Moi, j'aime bien les mini PC, ce qui est petit et mignon. Et, oui, c'est vrai. Oui, et donc Zotac, il avait sa ZBox Pico, donc c'est un PC Windows 11 complet de 10 cm, voilà, c'est 0,18 litres pour être précis. Bon, c'est un Celeron dual-core, cette taille-là, faut pas inspirer un truc très très puissant, mais plus impressionnant, Zotac avait présenté aussi sa mini station de travail en i7, 11e génération de Intel et RTX A4500, dans un volume de 2,65 litres et 6 cm d'épaisseur. C'est vraiment impressionnant d'avoir réussi
réussi à caser une carte qui consomme quand même 200 watts, normalement, dans un châssis aussi rikiki. Bon, alors évidemment, le prix, lui, je le connais pas, mais il doit pas être rikiki du tout. Bon, j'en sais rien, effectivement. Oui, il faudrait qu'on ait des indications de prix pour se rendre compte. Ça me fait penser à quel point je ne consulte plus le site minimachine.net. Je pense que tu connais forcément beaucoup, et puis tu dois continuer à consulter. J'aimais beaucoup la ligne édito, et cette chronique me fait penser qu'il faut que je remette ça dans ma veille, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas été consulté Minimachine. Tu as raison. On va mettre de côté le Computex 2022, on va aller voir d'autres news qui ne sont pas vraiment du Computex 2022. À commencer, Guillaume, par Samsung qui veut s'organiser, se réorganiser, en ligne de mire l'envie de dépasser les performances d'Apple avec les processeurs à quelque chose, à 1, mais évidemment à long terme ce sera les A autre chose. Ouais, bah oui, deux petites news qui pourraient être Computex aussi, hein, parce que ça reste quand même pas mal de matos. Donc Samsung veut se reprendre en main et revenir dans la course à la puissance, et même en tête de peloton. Ses précédents Exynos n'ont pas précisément fait des flammes, donc il veut se doter d'une Dream Team pour créer des puces top niveau qui tiendront la dragée haute donc aux puces Apple en 2025. Apple c'est devenu la cible à abattre, voilà, et le Qualcomm fait exactement pareil. Samsung va créer la Dream Platform One Team, je cite, qui commencera son taf en 2023, et qui aura donc une sacrée pression quand même pour créer le miracle en 2 ans, 2 ans plus tard. On verra bien. Autre miracle quand même, petit miracle, les disques durs mécaniques continuent de grossir. Ça c'est fou, parce que franchement je parierais pas là-dessus. Je parierais plus facilement dans l'avenir des vinyles que dans les disques durs mécaniques. Et pourtant, écoute, chez Showa Denko, qui est pas très connu mais qui fabrique pourtant les disques, en fait, des disques durs, les plateaux qu'on trouve dans les disques durs, on prévoit des disques de 30 téraoctets pour fin 2023. Alors, il y a des disques de 26 téraoctets qui viennent tout juste de sortir chez Western Digital. Chaque disque sera constitué de 11 plateaux. Donc on attendait de telles capacités, mais 1 an plus tard. Mais si on met, là c'est déjà énorme, mais on ne les arrête plus. Chez Showa Denko, ils prévoient 50 téraoctets en 2025. Donc moi je te dis, les bons vieux disques durs sont toujours pas morts. Ouais, c'est fou. Et quand on les voit comme ça ouverts, est-ce qu'ils ont pas quelque part plus d'élégance que ces vulgaires SSD mais attends, bien sûr. Puis le miracle d'ingénierie de faire bouger toutes ces petites têtes comme ça sur tous ces, parce que c'est impressionnant, les trucs tournent quand même. Ça tourne assez vite, il y en a énormément de plateaux, là il y en a de plus en plus, on en empile, c'est 5400 tours minute ou 7200 tours minute, voire peut-être même plus rapide, voire plus d'ailleurs, parce que sur les serveurs ça peut monter à plus de 10 000. Avec le bruit si caractéristique. Je fais très bien le bruit des disques durs. Si un jour on se croise, vous qui nous écoutez, et qu'on fait, j'en sais rien, un événement en vrai, je vous ferai l'imitation du bruit des disques durs, je le fais très très bien. Allez, on va parler un petit peu de robots, parce que je sais que c'était chouchou, Guillaume, les robots. Et les robots, notamment les robots qui envoient du lourd, les robots du futur, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas encore, mais en tout cas, il y a Dyson, qui est pas forcément une entreprise dont on parle souvent dans le café, mais il y a du lourd en matière de robotique qui se prépare chez Dyson. Bah ouais, tout le monde aime les robots, écoute, surtout quand ils font notre boulot, pas tous, remarque, parce qu'après ça peut devenir compliqué. C'est vrai que récemment, on a appris que l'association for Advancing Automation, pour être précis, que la vente de robots industriels se portait très bien. Elle avait augmenté de 21% en 2021 et de 40% au premier trimestre 2022. Alors c'est toujours difficile de savoir à quel point ça va impacter le marché du travail sur le long terme, mais au-delà de ça, les robots pourraient coloniser pas mal de postes et évidemment nos maisons, puisque voilà. Alors je sais que beaucoup d'auditeurs ont peut-être des robots aspirateurs, Dyson prépare la prochaine génération de robots domestiques. Et ça fait 10 ans en fait. Dyson finance des recherches en robologie à l'Imperial College et il mène ses propres travaux en robotique à Londres et à Singapour. Alors c'est top secret, on va dire, mais la semaine dernière, Dyson a publié une vidéo où il montre des prototypes. Alors c'est des prototypes de bras par exemple qui peuvent manipuler un petit peu tout, des objets, ramasser des jouets tout en restant. Des objets fragiles, style de la vaisselle. Ouais, c'est ça. Et tout en restant pas trop dangereux pour vos enfants en plus. C'est ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même mieux. Il y a C'est un appel au recrutement, cette vidéo. On est d'accord. Complètement, oui, tout à fait. C'est en fait tout simplement une brochure de recrutement. Dyson cherche 250 ingénieurs et ils vont recruter 700 supplémentaires l'an prochain. Dyson pourrait finir par avoir le plus grand centre robotique du Royaume-Uni, en fait, dans le Wiltshire, avec des chercheurs qui seraient aussi d'ailleurs dans d'autres centres, à Londres et à Singapour. Sur 5 ans, ils voulaient investir plus de 3 milliards de dollars en IA et robotique. Donc voilà, pour l'instant, c'est difficile de savoir quelle forme prendront les futurs employés de maison robots, puisque là on voit surtout des bras avec des caméras 3D qui mappent leur environnement, des systèmes de vision, de navigation, systèmes de reconnaissance des humains, des gestes, c'est vraiment un labo de recherche qui planche sur le futur de l'électroménager d'ici une dizaine d'années. C'est un petit peu ça leur truc, c'est d'ici une dizaine d'années.
Alors en attendant, il existe déjà des petites machines qui sont déployées dans les salons et les salons des mamies. Parce que j'ai vu passer un truc marrant, disons marrant, mais pose des questions un petit peu éthiques, un petit peu épineuses, justement, puisqu'il s'agit de papier mamie. Et je parle donc des Eliq, E2L-I-Q. Donc c'est des robots compagnons pour les personnes âgées, déployés aux États-Unis, fabriqués par Intuition Robotics, qui est une boîte qui date de 2016. Alors, robot, c'est beaucoup dire, on dirait une lampe de bureau, en fait, avec... c'est vrai que l'ambition du robot est pas là, il n'y a pas de bras, ça bouge pas. Non, ça bouge, il bouge la tête. Il bouge la tête, comme ça. Il s'oriente. Voilà, il s'oriente, il bouge la tête, mais c'est à peu près tout. Donc, il y a des petites lumières sur la tête, voilà, pour lui permettre une certaine expressivité, puis il y a un écran à côté, un écran de, petite tablette, et la tablette est surmontée de 2 caméras pour une vision stéréoscopique, j'imagine. Et donc, globalement, c'est un assistant perso dans le genre Alexa, mais conçu pour les personnes âgées, et surtout, les personnes âgées seules. Puisque Eliq se veut empathique. Voilà, il tente de créer un lien avec son propriétaire en discutant, en racontant des blagues, répond aux questions, etc. Mais surtout, elle est proactive. Donc, elle rapace les prises de médoc, la mesure de tension, truc un peu classique. Mais surtout, elle remarque quand tu dors mal, quand t'as l'air triste, elle connaît tes habitudes, elle essaye de faire son possible. Un côté empathique qui ravit les mamies de la vidéo promotionnelle, en tout cas, ça c'est clair. Alors pour ça, il y a reconnaissance de visage, vocal, analyse de sentiments aussi, chatbot contextuel, analyse des comportements, tu peux faire un rapport automatisé à un autre membre de la famille. Ça marchouille pas trop mal, même si bien sûr régulièrement elle capte tout simplement pas ce que tu veux dire. Mais bon, Eliq veut être un compagnon, tu vois, c'est pas juste un truc d'assistance, que ça va être vraiment un compagnon. Et dans l'article du Guardian, la mamie témoigne, la mamie témoin là qu'on voit, elle a quand même un niveau d'interaction assez élevé avec l'appareil, et du coup ça amasse pas mal de données d'ailleurs assez intimes sur elle. Et l'un dans l'autre, Juanita, c'est le nom de l'utilisatrice, elle est plutôt contente. Alors évidemment, on peut se poser la question de l'aspect éthique de tout ça, ou se désoler de la pauvreté de cette relation, parce qu'en fait, la machine ne partage pas vraiment des émotions, des expériences, tu vois, il n'y a pas de souvenir, que le robot est figé, il permet pas de créer des souvenirs communs, en fait, il n'y a pas de vraie connivence. Bon, après, évidemment, on peut aussi prendre le parti du pragmatisme et se dire que c'est mieux que rien du tout. Ouais, c'est une possibilité de le voir comme ça, effectivement. On vous laisse juge de l'interprétation. Restez avec nous, si vous aimez les robots, on va continuer à en parler, notamment on va parler d'Astro d'Amazon, mais c'est juste après. On va d'abord parler de RoboPuce, Guillaume. Écoute, ouais, est-ce qu'on peut vraiment faire une mini rubrique robot sans avoir un moment un petit peu inquiétant et dystopique, mini drone, des trucs un peu comme ça qui font flipper. Eh ben non, on peut pas. Alors dans plein de films de science-fiction, il y a des robots insectes, tu sais, des robots si petits qui se remarquent pas, des robots invisibles, qui sont moins aussi flippants que les gros machins, parce que évidemment, un gros machin avec une Gatling, ça peut te tuer. Mais... Qu'est-ce qui est le plus flippant, effectivement? Tiens, répondez en commentaire. Est-ce que c'est un gros robot avec une arme à feu qui fait vraiment peur, ou une armada de petites merdouilles que vous êtes même pas sûr de détecter? Exactement. Je serais curieux d'avoir votre avis. Qui arrivent et te piquent, et voilà, c'est fini pour toi. Bref, bonne nouvelle pour tout le monde. Les chercheurs de la vraie vie sont sur le bon chemin pour fabriquer des robots de la taille d'une puce qui pourraient effectivement rivaliser peut-être un jour avec ces trucs dystopiques. Alors, pas d'une puce électronique, d'une vraie puce, une puce de chien. Alors, ça a été publié dans Science Robotics, et leur dada, à eux, c'est les micro-robots d'une taille, donc de l'ordre du demi-millimètre. Alors, ils appellent ça des robots, c'est des robots, mais bon, c'est plus des formes, en fait, un assemblage métallique, qui peuvent bouger quand on leur pointe un laser dessus. Parce qu'à ces tailles, les machines, entre guillemets, n'ont pas de batterie ni de moteur. En fait, ce sont des structures en matériaux en mémoire de forme. Quand on leur pointe un laser précis dessus, ça les déforme, et si tu l'enlèves, ils reviennent à leur forme initiale. Et donc, en combinant des puissances et des fréquences de pulsation précises des lasers, les formes bougent. Et elles peuvent se déplacer, tel ce mini-crabe qui marche effectivement de travers, et qui a des mini-pinces. Alors rassurez-vous, les mini-pinces servent absolument à rien, c'est pour le fun. L'important, c'est que ça se déplace. Voilà, ça se déplace. Et en gros, comme de toute façon, ces robots ne peuvent être que télécommandés, c'est la télécommande qui apporte aussi l'énergie nécessaire au déplacement. Bon, je sais pas si ça fait peur, peut-être pas encore, mais ça viendra sans doute bientôt. Et puis je trouve pas ça assez inquiétant. Sache que la Chine a décidé de lancer un porte-drone semi-autonome de 88 mètres. C'est un vrai vaisseau mère, capable de lancer un essaim de drone autonome. Voilà, ça s'appelle le Chuhaihun. Il sera télécommandé jusqu'en pleine mer, où l'IA de bord prendra le relais et pourra se balader et déployer ses 50 drones autonomes en mission. Alors officiellement, c'est un navire de reconnaissance et de recherche, capable de déployer une sorte d'essaim de Dieu, comme ça, un peu partout en mer, à la demande.
Néanmoins, il est spécifié qu'il a aussi des capacités militaires, enfin non spécifiées, les capacités militaires, pour intercepter ou repousser des cibles invasives. Bon, écoute. Mais je le vois plus effectivement comme un outil hyper pertinent pour de la recherche, tu vois, retrouver quelque chose. Mais oui, bon, on peut imaginer beaucoup de dérives, ça me paraît assez évident. C'est le futur qu'on vous dit, c'est le futur. Je vous le disais tout à l'heure, on allait vous parler un petit peu de Amazon Astro, cette espèce de robot à tête de tablette qui bougeait, sur lequel les premières annonces nous avaient laissé plutôt pantois. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a essayé des premiers tests un peu grandeur nature de la part de journalistes qui nous donnent un petit peu leurs sentiments. Guillaume, quels enseignements on peut tirer de ce type de produit? Bah écoute, maintenant les robots ménagers nouvelle génération de Dyson avec des bras et des pinces en caoutchouc, et il existe des petits robots. Je fais une petite parenthèse là-dessus quand même, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me brûle la langue. Et non, ce n'est pas le pansement que j'ai eu chez le dentiste qui me brûle, mais j'ai un aspirateur robot Xiaomi vraiment mais bas de gamme de chez bas de gamme pour à la maison chez nous. Donc honnêtement, c'est fou, mais ça fait bien le taf et c'est pratique. Par contre, en fait, on se rend pas compte à quel point quand t'as des enfants, ce qui pose problème, c'est pas la poussière, c'est le bordel qui t'empêche de passer l'aspirateur. Donc oui, Dyson, je vous implore au passage de mes deux mains, inventez-nous un système qui soit super sympa et qui range à notre place. C'est le mal du siècle. Quand on a des enfants, c'est le rangement des jouets qui traînent par terre. L'éducation n'y suffit pas, il faut des robots, je vous appelle de mes vœux. Guillaume, excuse-moi pour cette parenthèse bien trop longue, parle-nous d'Astro. Eh ben écoute, je suis désolé, mais c'est pas Astro qui va t'aider, hein, quand même. Hein. Et désolé. C'est ça. Ouais, il a été testé par The Verge, Astro, donc en vraie grandeur, et voilà, donc Astro, c'est ce petit robot à roulette d'Amazon et qui consiste grosso modo en un porte-gobelet avec une grosse roue surmontée d'une tablette sur laquelle s'affichent en général deux gros yeux et éventuellement des trucs utiles. Globalement, on avait vu l'annonce de ce truc et on s'était dit que c'était juste un Alexa à roulette, et globalement, c'est effectivement ça. Il n'y a pas de grosse surprise quant à l'utilité d'Astro, c'est principalement un Echo Show qui peut venir te voir, voilà, et te suivre, et qui sert aussi de caméra de sécurité mobile. Alors c'est déjà ça, et la bonne nouvelle c'est qu'Astro fait ce boulot plutôt bien. Il se suicide pas dans l'escalier comme on le craignait, il reste à distance des gens et des chiens, il mappe précisément son environnement et se comporte dignement, même en présence d'un caca sur le sol ou voilà sur un tapis un peu épais. Et donc en tant qu'Echo Show mobile, il fait le taf. Alors, il ajoute une touche de mignon supplémentaire puisqu'il a des émotions ultra basiques avec ses gros yeux comme ça. Après, au-delà de ça, son utilité et ses capacités d'interaction, ça reste quand même très limité, surtout pour 1500 balles. Ouais, c'est surtout le prix qui fait mal parce que ce serait pas cher du tout. Tu pourrais te dire pourquoi pas. Tu vois, t'as un chargeur toujours prêt sous la main, une espèce de jouet comme ça, un moyen d'interagir partout dans la maison, mais t'as à ce prix-là, quoi. Bah oui, d'ailleurs, si vous avez une maison avec étage, c'est un peu mort parce que non seulement il peut pas utiliser les escaliers, mais de toute façon, il ne peut cartographier qu'un seul étage. Donc Astro, c'est un jeu plutôt cool si vous avez l'habitude d'Alexa, mais enfin il est loin d'être indispensable, surtout à ce prix. Et il y a un autre robot qui a été testé récemment, c'est le Pixie. Robot, c'est un drone, mais enfin bon, c'est un robot autonome quand même. Donc c'est le Pixie, ce caméra drone ou drone caméra comme vous voulez de Snap, qui est elle aussi voilà très conforme à ce à quoi on s'attendait en fait. Petit, mignon, simple d'utilisation, donnant des vidéos assez cool. Mais qui a aussi déjà les limitations attendues, il est ultra léger. Donc évidemment, il supporte aucun souffle de vent, il donne des vidéos correctes, mais vraiment sans plus. Bon, il a aussi une autonomie assez faible, comme prévu, de 5 volts. Il est assez bruyant, comme un drone, je dirais. Malheureusement, il souffre aussi de limitations techniques assez importantes. Le drone se cogne facilement un peu partout. Il détecte pas les plafonds, par exemple. Quand il part un peu loin et qu'il tourne autour de son sujet, parfois il va trop vite, ou il se prend le décor, il peut se prendre des murs, voilà. D'ailleurs, quand il le fait, il peut s'arrêter en urgence, comme c'est assez courant chez les drones, arrêt d'urgence, mais le problème c'est qu'évidemment, du coup, il tombe comme une pierre, et il peut tomber vraiment n'importe où, quoi, donc il peut tomber où il devrait pas. D'ailleurs, il lui arrive aussi de pas revenir au même endroit quand on le lance, alors rappelons qu'il est censé décoller de ta main et revenir en douceur. Parfois, non, il faut courir après, pour pas qu'il se jette dans le vide, du haut d'une passerelle par exemple. Bon. Au-delà de ça, Numérama pose un problème très important que j'avais, moi, totalement zappé. C'est que le Pixie est un drone. Pire que ça, tu pensais qu'il y était pas soumis, On en avait parlé brièvement. Moi, c'est vrai, pour moi, il était trop petit, et pour moi, c'était un truc, c'est comme jouer, il était trop petit, et je pensais pas, mais en fait, non, le Pixie est un drone aux yeux de la loi, et donc il est soumis aux restrictions de vol des drones, soit en gros, partout, sauf en pleine nature. Et c'est quand même très chiant pour un gadget technologique à destination de jeunes urbains. Faut quand même bien le dire. Bon, cela ici, après, la loi est compréhensible aussi, je veux dire, la loi est parfaitement compréhensible, parce que sans ça, n'importe qui peut acheter un drone caméra à 30 balles et passer sous tes fenêtres et te filmer n'importe quand, n'importe où. La vie privée a un prix. Mais bon, vu sous ce prisme-là, je m'interroge quand même sur la pertinence générale du produit, du coup. Ouais, c'est compliqué, alors peut-être qu'il faut faire évoluer un tout petit peu la législation pour prendre en compte ce type d'usage sur lesquels
Est-ce que vraiment il y a des risques pour la vie privée? Bon, oui, il y en a toujours, cela dit, quand ça facilite la prise de vue comme ça en mobilité, en hauteur, etc. Bon, et on mettra ce débat au menu d'un autre épisode. C'est pas maintenant qu'on va traiter le sujet. Juste un dernier point à traiter. Tu nous avais parlé de Dolly, qui est cet algorithme qui, grosso modo, définit tes images sur la base de descriptions. Très impressionnante. Et tu as quelque chose d'alternatif à nous présenter? Ben ouais, ça s'arrête plus. Ouais, on a évoqué Dali. Alors c'est plutôt Dali que Dolly. Moi, ça me rappelle toujours la chèvre Dolly. Mais donc voilà, on évoquait Dali 2. Alors que Dali, ça rappelle le peintre. Dali 2, donc c'était il y a même pas un mois, je sais pas. Voilà qu'un autre algorithme de génération d'images vient de remettre les compteurs à zéro. Donc Dali, c'était des algos capables de créer une image à partir d'une simple description. Donc une description, vraiment sommaire, du type un astronaute qui prend un cocktail au bord d'une piscine. Et voilà, Dali 2 pondait l'image qui représentait exactement ça. Enfin, en tout cas. Une image qui représentait ça avec en prime la possibilité de choisir le style graphique de l'image, photographique ou dessin ou rétro. Donc Dali 2 était déjà incroyablement impressionnant, ça venait de chez OpenAI, et chez Google ils l'ont mal pris, voilà. Et donc dans la Brain Team, ils se sont dit, nous aussi, on veut notre algo qui génère des images de chiens avec des lunettes de soleil, et ça à la demande. Donc ils ont accouché juste la semaine dernière de ce qu'ils ont appelé Imagen, je pense pour Image Generation, donc voilà, vous inquiétez pas, le manque d'originalité sur le titre est grandement compensé par la qualité bluffante des productions d'algo, qui, selon les études faites par les auteurs eux-mêmes, serait systématiquement préférée à celle de Dali 2. Le principe est toujours le même, on décrit succinctement une scène, et l'algo la dessine. Alors sur le site, on peut voir une foule d'exemples. L'algo peut produire un nombre arbitraire de représentations d'une même phrase, mais c'est normal, il y a une infinité de manières de représenter un ours qui joue du banjo sur une plage. Et certaines productions sont certainement meilleures que d'autres. Certaines sont d'ailleurs probablement totalement ratées, et bien Google montre que les plus réussis. D'ailleurs, OpenAI fait exactement pareil avec Dali 2 du reste. Mais bon, Imagen est absolument incroyable, et Dali aussi, alors les applications potentielles, alors c'est fabuleux, quoi. Genre, plus jamais besoin de photostock, des illustrations qui se créent à la demande, où tout le monde peut créer des images complètement folles, c'est vertigineux. Sauf que bon, tout n'est pas encore au point. D'une part, c'est pas un hasard, il n'y a aucune image avec des humains. Et dans les exemples de Google, Imagen ne sait pas bien dessiner les visages. Il y a des robots humanoïdes, quoi. Mais... En fait, il n'arrive pas à dessiner correctement les images. Ça doit être absolument atroce. Il ne sait pas produire de texte non plus, par exemple, d'ailleurs. Bon, et pour l'instant, ça c'est des limitations techniques, mais au-delà de ça, Google ne veut pas diffuser son modèle parce qu'il n'est pas du tout prêt à être utilisé par le grand public. Alors ce qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est que ce modèle, il est capable de pondre des parfaites illustrations pour un fanzine néo-nazi, ou créer des images atroces, qui hanteront vos pires cauchemars et vous pousseront vers l'alcool, l'héroïne, ou d'autres docs durs comme, Final Fantasy XIV ou Civilization. Et bon, on revient toujours à l'éternel problème de la qualité des données d'apprentissage et des biais que ça induit sur les modèles. Alors c'est pas un problème nouveau, c'est même un problème qui empire. Au plus les modèles sont gros, au plus ils ont tendance à être biaisés. Il y a un rapport de l'AI Index de Stanford qui analyse qu'un modèle de langage de 280 milliards de paramètres en 2021 est presque 30% plus toxique qu'un modèle à 117 milliards qui a été fait 3 ans plus tôt. Et ça touche tous les domaines. En fait, au plus les modèles se sophistiquent, au plus ils repèrent et répètent les biais qu'ils trouvent dans les données. En fait, au plus un modèle est efficace, au plus il est aussi à repérer les motifs statistiques, même très faibles, même très subtils, même ceux auxquels les créateurs s'attendaient pas. Et alors, évidemment, c'est pas toujours subtil, il y a plein d'exemples de grosses bourdes, qu'on a bien vu. Chez Amazon, par exemple, on utilisait un modèle de recrutement qui embauchait jamais de femmes, juste parce qu'il a été entraîné sur un historique où il n'y en avait pas. Dans le même style, il y a Genderified qui voulait classer les gens par sexe à partir des données des réseaux sociaux et qui associait systématiquement professeur à homme et stupide à femme. Bon, ça a pas duré longtemps. Tous les essais de police prédictive ne faisaient que répéter les stéréotypes et stigmatiser toujours les mêmes populations. Mais plus subtil, il y a des modèles de détection de problèmes rénaux qui ont été utilisés dans des hôpitaux. Et sur 54 000 cas, je crois qu'il y avait 700 patients, tous noirs, qui ont vu leurs résultats sous-estimés. Donc voilà, le problème est profond et complexe, les chercheurs sont bien conscients de ça, ils désintoxiquent les données, ils essayent, mais le problème c'est que ça a un coût en termes d'efficacité. Donc voilà, je compte pas avoir un modèle comme Imagen dans la suite Adobe l'année prochaine, même si je pense que ça arrivera un jour. Et tu notes comme j'ai quand même réussi à politiser ce sujet. Oui, t'es quand même très fort. Tu es la caution gauchisante de tous nos sujets. C'est chouette. Je me demandais quand même, malgré tout, quand je repense à l'arrivée des algorithmes typiquement de deepfake, on n'est évidemment pas sur les mêmes volumes de données pour entraîner les algos, mais
on vient pas de grands instituts de recherche ou de grandes entreprises pour ce type de service. Qu'est-ce qui empêcherait demain des entités plus confidentielles, qui sont pas régies par une entreprise, de proposer des services analogues? Finalement, ils veulent pas, ces entités-là, proposer, ouvrir leurs algorithmes au plus grand nombre pour les limites que tu as décrites, mais est-ce que tôt ou tard, on va pas se retrouver avec des algorithmes qui ne seront pas portés par ces entreprises-là et qui ouvriront frontalement pour nous tous les problèmes que tu as décrits, mais sans possibilité de les résoudre, quoi. Ah bah ça c'est une vraie possibilité, hein, ça c'est clair. Hein, mais bon, il y a des lois qui sont en train disons, la législation commence à évoluer et à prendre en compte ce genre de trucs, c'est sûr. Et évidemment, il y aura toujours des gens qui donc seront pas en conformité avec la loi et qui utiliseront des algos quand même. Voilà, bon, c'est toujours les mêmes problèmes en fait. Hein. On met le côté du presque Computex 2022 du coup de côté, et par contre on va conserver un petit peu de légal parce qu'on aime encore bien continuer à politiser jusqu'aux jeux vidéo. Oui, un petit peu de légifération dans le domaine des jeux vidéo. Guillaume, qu'as-tu sélectionné spécifiquement pour politiser ce podcast? Oui, non mais oui, on a politisé. Non, pour le coup, ça n'a rien du tout de politique. Là, c'est juste que voilà, il y a... C'est officiel. Voilà, c'est juste officiel, c'est juste que pour bio journal officiel. Ben ouais, écoute, tu trouves pas qu'il y a trop de pubs intra-jeux et de coffres surprises dans les rétro-jeux en nuage, hein, franchement, tout ça malgré le pass saisonnier. Bon. Et puis le squelettage des personnages est complètement raté. Et oui, voilà comment parleront désormais les joueurs français, ou pas, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a effectivement des nouveaux termes et expressions françaises qui sont arrivés dans la langue, dans le domaine du jeu vidéo en l'occurrence, et via le journal officiel, attention, c'est officiel donc. Hein. Alors c'est pas exceptionnel évidemment, régulièrement la langue française s'enrichit de nouveaux termes technologiques qui sont plus ou moins bien trouvés, qui parfois remplacent des termes anglais ou qui tombent totalement dans l'oubli, qui sont incapables de rattraper le plus souvent un retard d'usage considérable de plusieurs années, qui utilisent le terme ordiphone. Voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens. Et donc, il faut plus dire cloud gaming, mais jeux vidéo en nuage, ni game as a service, mais jeux vidéo à la demande, rétro-jeu et pas rétro-gaming. Bon, honnêtement, certains trucs sont déjà en usage parce que c'est simplement des traductions directes et des équivalents très logiques. Hein. On dit déjà accès anticipé, par exemple, il y a pas de souci. On dit suivi des mains pour hand tracking, il y a pas trop de problème. On dit jeu social aussi ou extension téléchargeable. Bon, ça, je pense que ça choque personne, même pas saisonnier, ça a rien de bien foufou. Mais certains termes sont, à mon avis, malheureusement voués à l'échec, parce que matchmaking, c'est quand même bien plus court et pratique que appariement de joueurs. Pay to win, c'est aussi plus court que payer pour gagner, et e-sport que jeux vidéo de compétition, d'autant qu'à mon avis, ce dernier terme est très mal choisi, parce que ça évacue la notion de sport, justement. Et ça, c'est très malvenu. Parce que si ça s'appelle e-sport, c'est pas pour rien. C'est pas juste une compétition. Les parallèles entre la pratique sportive traditionnelle et le e-sport sont évidentes. Et la non-reconnaissance du e-sport en tant que sport, à travers la langue, est une erreur, à mon avis. C'est même d'ordre sociologique, c'est une erreur. Et ça fera probablement gagner le terme anglais, enfin, en tout cas, de mon point de vue. Il y a d'autres approximations, d'ailleurs, qui seront fatales aux expressions françaises proposées. Streamer ne doit pas être traduit par joueur en direct, ou joueuse en direct. Parce que tous les streamers ne sont pas des joueurs, loin de là. C'est un fait. Donc, bon, je comprends pas et je comprends mal la traduction de skin gambling ou skin betting par bourse d'objets virtuels, puisqu'en fait, on parle d'un jeu, hein. Le skin gambling, c'est un jeu, c'est du gambling. Donc c'est un jeu de hasard. Donc la traduction est inexacte, hein, c'est pas vraiment une bourse. Bon. Voilà, après, il y a aussi des termes qui sont pourquoi pas, tu vois. Comme le squelettage, par exemple. Voilà, squelettage pour rigging. Pour rigging, c'est le squelettage. Donc voilà, c'est quand tu fais les squelettes des persos. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Pub intra-jeu, pourquoi pas. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Même rétro-jeu, pourquoi pas, à la limite. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Jeu social en ligne plutôt que social game, ça le fait. En fait, tu sais, je pense qu'on a deux approches qui sont problématiques et complémentaires sur ce type de sujet. Bon, c'est souvent depuis même Tablette Café, je me rappelle, on relaie ce genre d'avancées. Ou de propositions d'avancée en tout cas, et je pense que l'erreur avec le temps c'est d'opposer frontalement les deux, parce que c'est pas si simple. En fait, il y a pas le terme anglais qui gagne ou le terme français qui gagne. Oui, il y en a un qui est retenu par la communauté, voire par le plus grand nombre, voire par tout le monde ou par personne, mais à la limite, il y a aussi plein de termes qui jouent dans la nuance et qui contribuent à faire rayonner et à faire vivre la langue française et à la faire vivre, parce que c'est une langue vivante et qu'il faut pas s'imaginer que c'est une langue figée et qui ne doit évoluer que par l'anglais. Donc après tout, pourquoi pas. Et je pense aussi qu'il y a un biais journalistique. Tu sais, c'est fréquent quand il y a ce genre d'annonce d'avoir des articles qui s'introduisent par on ne doit plus dire ceci, mais cela. En fait, juste personne t'oblige à rien. Et quelque part, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est des propositions
qui sont parfois pertinentes, parfois, comme tu l'as dit, beaucoup moins, qui visent simplement à proposer aux gens, aux entreprises aussi, aux personnes morales, de relayer la langue française de manière un peu innovante, quoi, et de pas simplement se reposer sur l'anglais pour mettre en avant l'innovation et les évolutions technologiques. Quelque part, je trouve ça pas mal que le boulot soit fait, au moins dans la proposition. Libre à nous de le retenir ou pas. Et puis de toute façon, effectivement, les usages s'imposent par eux-mêmes. Ou pas, on l'a déjà vu, on le constatera encore, les exemples que tu as donnés sont assez parlants, je pense. Guillaume, est-ce que les jeux vidéo rendent intelligent? J'aimerais le savoir parce évidemment. Que je commence à m'y mettre et j'espère être un peu moins bête qu'avant. Alors dis-moi. Non mais tu sais, les jeux vidéo ça rend con, hein. C'est un peu ce qu'on a entendu toute notre vie. Déjà hein. ça rend violent. Ça rend violent, ça rend con et violent, mais bien sûr. Nous qui avons vécu l'émergence de ce marché, voilà, il y a 30 ans, C'est un propos un peu de gauchiste, ça. Ah bah attends, mais ouais, en même temps, aujourd'hui c'est un marché qui doit passer 200 milliards, t'imagines il y a 30 ans, c'était assez marrant d'ailleurs de voir à quel point ça a explosé. Bon, enfin, on entend toujours régulièrement que ça rendra un peu con, non, quand même. Ben, la science se penche sur la question, du coup, pour savoir est-ce que c'est vrai alors ou pas. Et donc, elle étudie une cohorte de 5, enfin, il y a une étude donc, qui porte sur une cohorte de 5000 enfants de 10 à 12 ans, et voilà, ils ont étudié les loisirs avec écran, donc les TV, réseaux sociaux, vidéos en ligne, jeux vidéo, voilà. Et première constatation, les gamins passent quand même pas mal de temps devant un écran, hein, tout truc confondu, entre 4 et 6 heures par jour, c'est quand même une belle portion de leur temps libre. Et donc l'étude porte sur l'effet de ces loisirs sur l'intelligence. Alors l'intelligence définie comme capacité à apprendre efficacement, penser rationnellement, comprendre des idées complexes et s'adapter aux nouvelles situations. Voilà, je cite. Donc ils ont créé leur propre thèse, voilà. Puis ils ont aussi tenu compte des facteurs socio-économiques et génétiques. Voilà, puis ils disent que l'intelligence est une composante héréditaire. Bon, ok. Bref, venons-en au résultat quand même. Et donc, à l'âge de 10 ans, beaucoup de vidéos online et de réseaux sociaux sont associés à une intelligence un petit peu en dessous de la moyenne, alors que jouer ne représentait aucun avantage ni désavantage. Et étonnamment, à l'inverse, à l'âge de 12 ans, les réseaux sociaux ne changent rien à l'intelligence des gamins, par contre, jouer, oui. Jouer représente un avantage. Ceux qui jouent le plus ont jusqu'à 2,5 points de QI en moyenne, en plus. Bon, alors voilà, c'est assez étonnant. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Je veux dire, en tout cas, voilà, vous pouvez retrouver l'article de The Conversation et la source d'un scientific report dans les notes. Hein, si vous n'êtes pas convaincu, moi je le suis bien depuis longtemps. Évidemment, et on le sera forcément parce qu'on aime trop les jeux vidéo, avec toutes les réserves qu'on peut avoir, notamment sur la notion du QI, qui a une valeur sociétale assez particulière, mais bon. Mais de toute façon, jeux vidéo, tu sais, ça fait du bien. Donc à partir du moment où ça fait du bien, faites-vous plaisir. Justement, du côté de chez Sony, un petit mot, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'hégémonie du Game Pass sur l'accès aux services, etc. Mais Sony, il reste quand même pas les bras croisés, on sent qu'ils réfléchissent, ils ont des stratégies. Ils n'ont pas le choix, hein, de toute façon. C'est quoi les dernières infos sur le sujet, Guillaume? Écoute, il se diversifie et il parie aussi sur des valeurs sûres. Hein. Par sa croissance, il parie sur le PC, la télévision et la PS4. Et ouais, quand même des valeurs sûres. Bon, dans une moindre mesure, mais quand même pas mal, il parie aussi sur le mobile. Voilà, alors les ventes PC sont vraiment très encourageantes. Hein. Ils envisagent de tripler les ventes sur ce support cette année. Et d'ici 2025, carrément, ils pensent que la moitié des jeux seront aussi présents sur PC et mobile. Alors, l'an dernier, Sony a recruté Nicolas Sebastiani, un ex-cadre d'Apple Arcade, donc il y en a eu d'autres, hein, mais ça marque là des ambitions qui sont vraiment sérieuses, hein, sur le mobile. En 2019, 90% des jeux étaient PS4 et moins de 10% des jeux PC. Cette année, il estime que 10% des jeux seront sur mobile, donc en 2022, et dans les 70% sur console PS4 et PS5. Et le reste sera sur PC. En 2025, la PS4 devrait disparaître de l'équation, mais les ventes de consoles ne représenteraient plus que 55% des ventes au total de jeux. Le reste étant donc effectivement sur mobile et PC. Alors le PS4 est pas morte, hein, cela dit, puisque la majorité des revenus consoles de Sony viennent encore de la vénérable machine. Hein. Sur le PlayStation Store, en tout cas, 69% des abonnés PlayStation Plus sont encore sur PlayStation 4 d'ailleurs. Et cette année, donc, bah voilà, les jeux cross-gen resteront la norme, et tout ça va être vraiment très progressif. Alors, Sony cherche aussi à rentabiliser ses licences jeux vidéo à la télévision et au cinéma, donc bon, évidemment, il y a eu Uncharted récemment, on a bien vu. Par exemple, il y a aussi des projets avec Ghost of Tsushima ou Metal Gear Solid. Et bon, évidemment, ça se prête très bien au film, sur tous ces deux trucs-là. C'est même qu'on puisse dire Metal Gear Solid, que ça devienne un film Metal Gear Solid, bah, c'est vraiment une boucle qui se boucle finalement, mais bon. Donc, il y aura aussi en préparation une dizaine de projets, dont une adaptation de Last of Us pour HBO, God of War pour Prime Video, Twisted Metal sur Peacock. Alors Twisted Metal, je sais pas si ça arrivera en France, de toute façon, je suis pas sûr que la série soit si populaire ici. Mais donc voilà, beaucoup de projets variés. Tant mieux, c'est cool, on les voit avancer pas à pas. Et un dernier mot,
en matière de jeux vidéo pour Niantic. Donc vous savez, hein, c'est l'entreprise qui a peut-être marqué les esprits avec Pokémon Go, mais qui était déjà présent avec Ingress. Donc il y a cette implantation géographique très très forte et qui justement évolue un petit peu et va au-delà du jeu vidéo. Guillaume, c'est intéressant ce move. Niantic, ouais, hein, donc c'est Pokémon Go, entre autres, c'est Ingress aussi, mais là, ce qu'ils veulent devenir, c'est vraiment une plateforme et offrir des services aux développeurs tiers. Enfin, offrir, comprendre, commercialiser, à terme bien sûr, mais bon, voilà. En quelque sorte, Niantic veut aussi être une sorte de middleware, en fait. Hein. Donc, il propose un SDK qui s'appelle Lightship pour un metaverse du monde réel. Voilà, je cite. Alors, c'est-à-dire plus simplement un SDK pour la réalité augmentée avec des ancrages sur des lieux réels partagés en multijoueur. Donc il y a deux grosses briques de cette plateforme qui sont désormais en bêta, c'est le Visual Positioning System et Campfire. Donc Visual Positioning System ou VPS pour analogie avec GPS, c'est un système qui permet de déterminer la position et l'orientation de l'utilisateur au centimètre près dans plus de 30 000 emplacements du monde réel, principalement des grandes villes quand même, hein, comme Londres, Tokyo, etc. Alors pour ça, Niantic a créé sa propre carte du monde avec des scans 3D d'une multitude de lieux et de bâtiments du monde réel. Ensuite, il suffit que le mobile prenne une photo, donc géotaguée, pour que le VPS sache exactement où vous êtes et ce que vous regardez. Et mieux, ils ont aussi du coup un scan 3D des environs, ce qui permet d'insérer du contenu 3D par-dessus de manière crédible, avec les occlusions qui vont bien, etc. Donc avec Pokémon Go, ils avaient déjà une base de 17 millions de points d'intérêt cartographiés précisément. Donc là, ça s'est étendu énormément. Voilà, c'est quelque chose qui est devenu quelque chose d'assez énorme, quoi. Et Campfire, quant à lui, c'est un réseau social géolocalisé. Donc on peut voir les gens qui sont proches, définir des lieux de rencontre, communiquer. Il définit ça comme le réseau social du métaverse du monde réel. Donc voilà, cette expression qui positionne vraiment Niantic sur sa propre vision du métavers. Pour lui, le métavers, c'est la réalité en fait, c'est la Terre, voilà, c'est toute la Terre entière, mais augmentée d'une couche de réalité augmentée, ancrée sur des lieux réels et qui peuvent être partagés localement par plein de joueurs. Donc Niantic veut devenir en gros la plateforme incontournable de cette vision-là du métavers, et clairement, ils passent la seconde pour y arriver, et peut-être ils passeront peut-être un jour la troisième, puisqu'ils sont aussi en phase exploratoire avec le Web 3. Pour le moment, il n'y a absolument aucune annonce là-dessus, mais John Hank, qui est le CEO de Niantic, est intéressé par la blockchain et par la possibilité de créer, par exemple, des chasses au trésor avec des NFT à collecter ou ce genre de trucs. En tout cas, c'est ce qui était à l'étude apparemment avec SpotX, qui est une boîte floridienne. Pour l'instant, il n'y a rien de définitif, mais bon, disons que c'est à l'étude. Ça paraît tellement logique. Campfire, évidemment, pas dispo pour l'instant. N'essayez pas d'installer l'app pour l'instant sur votre mobile. Ça viendra bientôt. Merci beaucoup Guillaume pour toute la revue de cet épisode 278 de Tech Café. C'était vraiment un plaisir de pouvoir suivre les actus de la semaine ensemble. On vous rappelle bien entendu, comme je vous l'ai dit en intro, mais je vais pas en faire trop parce que je pense qu'on a largement étalé le sujet, qu'on compte sur vos avis Apple Podcast, sur Podcast Addict, mais surtout aussi sur votre soutien financier à la hauteur de vos possibilités. Vous sentez évidemment pas du tout obligé de contribuer à Patreon si jamais vous en avez pas la possibilité. Ce serait vraiment terrible pour nous de savoir que ça sacrifie d'une manière ou d'une autre votre quotidien. Je vous rappelle donc malgré tout l'adresse, patreon.com/techcafé. Et puis surtout, Guillaume, tu vas peut-être pouvoir rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On me retrouve sur ma Switch parce que je veux devenir encore plus intelligent. Oh oui, en plus avec ta Switch Lite, c'est ça, donc intelligent en mobilité. Oui. Moi je suis déjà beaucoup plus malin qu'Elon Musk apparemment d'après les commentaires. C'est beau, merci Guillaume, merci pour la préparation de cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur le serveur Discord de Tech Café, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch de temps en temps, un petit peu moins en ce moment, sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.